bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire Patrimoine 24 organisé ce mois-ci sur la thématique des actions internationales. Comme certains observateurs ont pu rapidement le pressentir après l'invasion de l'Ukraine, l'économie mondiale devrait payer un lourd tribut à la suite de cette guerre. Croissance plus faible, inflation plus forte, perturbations supplémentaires sur les chaînes d'approvisionnement. Dans un passé plus récent, la publication en fin de semaine dernière du taux d'inflation aux États-Unis, légèrement au-dessus des attentes du consensus, a elle aussi déclenché une nouvelle salle de tension sur les principaux indices, exception faite notamment de la Chine. Si la baisse des principaux indices défraie la chronique, c'est pourtant sur le marché obligataire que les secousses sont les plus fortes. Un contexte qui peut finalement être perçu comme attractif sur les niveaux actuels sur les actions internationales, pour peu de disposer de l'horizon de placement nécessaire et puis évidemment faire preuve de sélectivité. Retour en grâce des actifs croissance, importance de l'effet devise pour l'investisseur européen, les perspectives des actions internationales, c'est justement tout l'enjeu du webinaire que nous nous apprêtons à démarrer avec nos trois intervenants. Alors pour la maison Comgest, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien de Frouville. Sébastien, vous avez rejoint Comgest en 2012 comme responsable des relations auprès des investisseurs français, suisses, francophones et luxembourgeois. Vous avez débuté votre carrière en 2004 au Crédit Agricole comme analyste crédit. En 2007, vous êtes responsable des partenariats chez Keren Finance. Et enfin, vous devenez directeur des partenariats pour Natixis Asset Management en 2011. Vous êtes diplômé de l'IPAG et vous êtes titulaire du CFA. Bonjour Guillaume, c'est tout bon. Parfait. Pour la maison First Eagle Investments, Yann Formore, vous êtes spécialiste produit senior basé à Munich et vous couvrez les clients retail et institutionnels. Avant de rejoindre First Eagle en 2016, vous avez travaillé chez Amundi dans divers rôles et à partir de 2006 sur les stratégies First Eagle distribuées par Amundi. Vous êtes le spécialiste de l'investissement dédié au fonds First Eagle Amundi depuis 2010. En 2013, vous avez été nommé responsable de l'équipe de spécialistes en investissement dédiée aux stratégies gérées en externe au sein d'Amundi. Avant de rejoindre Amundi, vous avez travaillé pendant 5 ans chez Monet de Croix, une société d'investissement française dans l'immobilier. Vous êtes titulaire d'une licence en finance et d'un master en économie de l'Université de Toulouse Capitole. Bonjour à tous, merci. Et enfin, pour la maison Morgan Stanley, Benjamin de Frouville. Benjamin, vous avez près de 15 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. Vous avez été notamment directeur commercial chez M&G Investments pendant 11 ans. Vous avez rejoint la société de gestion d'actifs de Morgan Stanley Investment Management, il y a quelques mois, afin de développer l'activité auprès des CGP, des family office, des réseaux et des sociétés de gestion indépendantes. Morgan Stanley IM gère 1400 milliards de dollars d'actifs sur l'ensemble des classes d'actifs et zones géographiques. Et cette maison est présente en France depuis 1997 sans discontinuité. Benjamin, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous les trois. Ravi de vous recevoir. On a hâte d'entendre un petit peu vos différents exposés sur cette thématique qui est celle des actions internationales. Avant de rentrer dans le détail, peut-être que Benjamin, pour Morgan Stanley, est-ce que vous pourriez nous redéfinir un petit peu quel est le rôle des actions internationales au sein d'une allocation d'actifs ? Oui, peut-être en préambule, avant de débattre avec tous ensemble, je pense que ça a un rôle fondamental, vraiment en socle, cœur de portefeuille dans les allocations, parce qu'évidemment, si vous êtes un gérant discrétionnaire qui fait des allocations pures, vous pouvez avoir des briques pures sur la zone US, sur l'Asie, sur l'Europe, etc. Mais je pense que les actions internationales, c'est un outil idéal, en fait, pour contrer un élément qui est fondamental, qui est les biais domestiques. Tous les investisseurs du monde aujourd'hui, ils ont des biais, et notamment un biais domestique qui font qu'ils investissent plus largement dans leur propre zone géographique. C'est pas très grave si vous êtes américain, c'est plus embêtant si vous êtes européen, parce que les États-Unis ou l'Amérique du Nord, c'est une zone incontournable. C'est 25% du PIB mondial. Et si on regarde les actions internationales, c'est à peu près les 2/3 des sociétés cotées quand on prend l'indice MSCI World, par exemple. Parce que au-delà d'être une grosse zone économique, c'est aussi une grosse zone de cotation. Donc, si on n'a pas une exposition au marché nord-américain, on se coupe quand même de beaucoup de grandes sociétés internationales de grande qualité. Il faut savoir que dans le top 100 des sociétés en termes de capitalisation, fin 2020, il y a 66 sociétés qui étaient américaines, ou en tout cas cotées aux États-Unis, alors qu'il y en a, je crois, moins de près 15 ou 17 en Europe. Donc, c'est vraiment une zone incontournable et c'est aussi le moyen de s'exposer peut-être à des secteurs un peu plus disruptifs, un peu plus en croissance que certaines industries vieillissantes comme on a par exemple en Europe. Donc, je pense que c'est incontournable vraiment en cœur d'allocation. Si on ne souhaite pas faire des allocations pures à l'Amérique du Nord, d'avoir ce biais un peu nord-américain et de contrer encore une fois les biais domestiques qui sont assez naturels chez les investisseurs.
Alors, on en a parlé un petit peu, là, on a des sujets d'inflation. Qui dit inflation dit hausse des taux. On dit souvent que la gestion de croissance est davantage sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Chez Comgest, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sébastien? Bah, c'est l'actualité hein, Oui. de cette année. Alors, c'est vrai, ça dépend de sur quel horizon on se place. C'est-à-dire qu'à court terme, si on est absolument pas romantique, on peut dire qu'une action, c'est une prime par rapport au taux sans risque. Les taux montent, la prime des actions doit s'ajuster. Donc, pour qu'elle s'ajuste, les taux baissent. Les cours baissent, donc la prime monte. Et à court terme, comme il y a une composante, les actions de croissance visible étant moins risquées, elles ont une prime généralement plus faible. Et du coup, elles ont une composante taux qui est plus importante on va dire que pour l'indice. Donc à court terme, c'est assez normal, c'est la théorie et ça fonctionne bien en pratique, qu'elles souffrent plutôt davantage, surtout lorsqu'il se passe ce qu'il se passe cette année, ce début d'année 2022, lorsque c'est assez brusque. Là où, chez Comgest, on diffère un peu de la théorie, c'est à moyen long terme. Parce qu'à moyen long terme, la théorie, elle vous dit, et c'est pour ça qu'en fait, tous les gérants disent en ce moment, j'ai du pricing power, elle dit que l'action, et ils n'ont pas de tort, d'un point de vue théorique, c'est que les actions, c'est plutôt un actif nominal, donc c'est plutôt un actif qui, dans le temps, passe l'inflation. Mais cette absence de distinction, selon nous, entre les sociétés, les types de ce style de gestion, donc, on trouve que la pratique diffère assez nettement à moyen long terme de la théorie pour deux raisons principalement. La première, c'est qu'en fait, cette approche, qui vient un peu du monde obligataire, et finalement, un actif qui a vraiment zéro pricing power, ça pourrait être le coupon d'une obligation. Voilà, une obligation fixe, évidemment. Et en fait, ça reprend un peu cette logique que ça fait que passer l'inflation, donc plutôt le coupon d'une obligation variable en l'occurrence. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, et à moyen long terme, il y a les sociétés qui ont justement ce pricing power et qui passent l'inflation. J'ai donné deux exemples, et notamment des sociétés qui ont augmenté leur prix dans des périodes, je pense au Covid, où il y avait peu ou pas d'inflation. Vous prenez des sociétés comme Louis Vuitton, par exemple, 2020, plein Covid, 4% de hausse des prix, sans toucher les volumes. Vous prenez, pour rester dans le même groupe, et on va passer maintenant quelque chose de plus liquide, le cognac NC, même période, hausse des prix 5%. Donc là, on voit qu'il y a, via la force des marques, il y en a certaines qui arrivent à défier la gravité. Mais ça, c'est la première catégorie de sociétés qui passe bien l'inflation. Il y en a une autre, je pense qu'elle est encore plus forte, cette capacité, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment une hausse des prix, c'est via l'innovation. Alors parfois, elle est légère, mais le consommateur a l'impression d'acheter quelque chose d'autre, un autre produit. Là, vous pouvez passer des hausses de prix de façon assez structurelle, qu'il n'y ait ou pas d'inflation. Je pense à une société, évidemment, que tout le monde connaît, notre pépite européenne dans la technologie, donc le ASML, la société qui fabrique des machines qui après sont vendues aux fonderies de silicium qui coulent les puces. Cette société a 30 ans d'historique de cotation, et sur ces 30 ans, elle a augmenté les prix en moyenne de 15% tous les 18 mois. Qu'est-ce qu'elle faisait? Alors pourquoi les clients suivaient, et c'était pour eux, c'était un no-brainer? Ils suivaient parce qu'en fait, tous les 18 mois, la machine, certes, était 15% plus chère, mais la capacité de production de la machine était 15% plus élevée. Ouais. Ça, c'était un peu on va dire le deal équivalent. Et là où il y avait un gain pour les clients, et c'est pour ça qu'ils suivaient sans négocier, ils ont suivi sur une période sans rien négocier. En fait, il y a le côté moins de maintenance. Voilà, donc ça, c'est un autre bon exemple, et c'est sans doute le meilleur exemple. Le deuxième point sur lequel on le pense sur un horizon de 5 ans, les sociétés de qualité, donc qualité, pricing power, tout ça sont étroitement synonymes, ont de bons arguments dans une période d'inflation. C'est généralement, alors je vais prendre plutôt des portefeuilles pour que ce soit plus significatif, c'est d'avoir peu ou pas de dette. La dette coûtait rien, elle va coûter dorénavant quelque chose, et peut-être quelque chose de significatif. Si on prend
le portefeuille européen donc de Renaissance Europe, il a un endettement moyen de 1 fois dette nette sur EBITDA. Pour l'indice, c'est près de 2. Donc là, il n'y a pas besoin de sortir la calculette pour dire que l'addition sera 2 fois moins salée. Si on prend maintenant le portefeuille Actions internationales, c'est le débat du jour de Comme Geste Monde, c'est un portefeuille qui est en dette nette positive, donc qui a de la trésorerie au bilan. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle à moyen long terme, enfin, évidemment, si on donne un peu d'horizon d'investissement, que les taux remontent. D'accord. Très bien. Assez clair, donc faire preuve de sélectivité. Donc, pour vous, Yann, donc, on l'a vu, hein, il y a eu pendant pas mal d'années une surperformance de la croissance par rapport à la value. C'est peut-être moins le cas depuis quelques mois maintenant. Donc, est-ce qu'on est sur un nouveau faux démarrage ou est-ce qu'on est sur un changement de tendance qui va être transitoire ou plutôt structurel? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez First Eagle? Merci, Guillaume. C'est une très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Sur First Eagle, on pense vraiment que l'avenir est incertain et très difficile à prévoir. Ceci dit, on a quand même l'impression d'observer ce qui pourrait être un début de changement de régime de marché. C'est vrai que ces dernières années, ces dernières décennies, les marchés ont connu une lancée phénoménale, une hausse phénoménale liée à un accroissement de la dette, à une baisse structurelle des taux d'intérêt, à un environnement très désinflationniste. Et on pense que ceci pourrait s'arrêter, est en train de s'arrêter, et que dans un régime peut-être un peu plus inflationniste, poussé par une certaine restructuration des chaînes d'approvisionnement, par une volonté d'avoir une économie un peu plus durable, on pense qu'il y a une vraie probabilité que des forces plus inflationnistes soient présentes dans les années à venir et que ça crée un régime différent. Parce qu'effectivement, quand les taux d'intérêt sont plus élevés, comme vous entendez, ça va être pour les entreprises plus endettées, plus difficile de survivre. Pour les entreprises qui ne génèrent pas de cash, ça va être, ils auront plus de pression de commencer à générer du cash. Donc, il va falloir vraiment revoir un petit peu la dynamique des marchés. Avant, on pouvait juste surfer sur le Nasdaq, acheter de la tech et on était sûr de faire de la performance. C'est plus le cas. Est-ce que ça veut dire que le value fera mieux en tant que style? À court terme, probablement oui, on est en train de le voir. À moyen terme, je pense que je suis assez d'accord. Ce qui compte, ce sera d'un côté des business de qualité, qui soient value ou croissance ou blend, peu importe en fait. Des entreprises de qualité qui ont du pricing power, qui n'ont pas beaucoup de dettes. Mais ce sera aussi important de les acheter à un bon prix. Parce que si vous achetez une entreprise de très grande qualité, mais à un prix très élevé, dans cet environnement-là, ça peut être très pénalisant aussi. Donc, il va falloir vraiment trouver l'équilibre entre la qualité et le prix pour pouvoir générer du alpha. Et ça, je pense que ce sera très important. On n'est plus dans un monde de bêta, on est dans un monde de alpha, où ça va être très important d'être sélectif pour trouver des entreprises qui ont la capacité de protéger notre pouvoir d'achat dans les années à venir, parce que ça sera l'enjeu principal. Vous, Benjamin, chez Morgan Stanley, vous en pensez quoi de ce positionnement actuel, de ce que l'on entreprend, ce que l'on entrevoit sur les marchés pour l'instant? Je rejoins ce qui a été dit, notamment sur l'aspect incertain. Je pense que les marchés actions sont assez vulnérables parce qu'ils laissent assez peu de place à une amélioration des fondamentaux. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de profitabilité qui sont quasiment à des niveaux records, des niveaux de marge opérationnelle également qui sont largement au-dessus des moyennes. Donc, il y a peu de possibilités d'amélioration des fondamentaux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la baisse des marchés, c'est essentiellement une baisse des multiples de valorisation. En gros, les investisseurs payent moins cher des actifs de qualité équivalent. Il n'y a pas eu de détérioration des résultats et des fondamentaux. Les marchés sont un peu focalisés sur le chaud, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la croissance, l'inflation, le plein emploi aux États-Unis. Et dans les mois ou les trimestres qui viennent, on pourrait peut-être accorder davantage d'importance au froid. C'est ce qui était évoqué précédemment, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance et peut-être des résultats de société un peu moins bons. Parce que tout simplement, il y a pas mal de facteurs aussi exogènes. Il y a ce conflit géopolitique en Ukraine qui accélère ou accentue encore les problèmes de supply chain, de chaîne d'approvisionnement, qui font qu'on voit des entreprises de plus en plus précautionneuses par rapport à ces chaînes d'approvisionnement, qui essayent de réintégrer des fournisseurs en interne, et puis surtout qui commencent à stocker davantage,
Donc, on n'est plus du tout dans les dernières décennies où les sociétés étaient en train d'essayer d'optimiser leur opérationnel. Elles vont sans doute être un peu plus défensives et ça va pénaliser évidemment la rentabilité. Donc, ça, c'est un élément fondamental. Puis, comme ça a été dit, l'inflation, à terme, va peser sur la croissance économique et sur les résultats des boîtes. Tout simplement parce que l'inflation, on le sait, c'est une taxe pour le consommateur notamment. Pour l'instant, on voit juste les ménages les plus modestes aux États-Unis qui réduisent légèrement leur consommation. Si on prend les 20% des ménages les plus riches aux États-Unis, qui représentent à peu près 40% de la consommation et à peu près 28% du PIB aux États-Unis, là, il y a une vraie résilience pour l'instant. Donc, on n'est pas encore dans le schéma 2008 où cette population un peu aisée avait moins consommé. Mais la probabilité qu'on voit un choc de croissance lié à une baisse de la consommation, elle grandit. Et donc, je rejoins ce qui a été dit. Voilà, on nous parle souvent de style croissance, style value. Je pense qu'il va falloir regarder aussi les sociétés de grande qualité. Pour l'instant, les sociétés de grande qualité, elles n'ont pas surperformé dans la baisse des marchés parce qu'encore une fois, ce que je disais, les marchés ont baissé sur la baisse des multiples. La qualité se paye, la qualité a un prix et c'est souvent plus cher que le marché. Donc souvent, les boîtes de qualité ont un peu plus baissé que le marché. Voilà. Mais demain, si on rentre dans le dur avec une détérioration de l'environnement économique, une détérioration des fondamentaux, les sociétés de qualité, je reviens sur ce qui a été dit, avec de la visibilité, des cash flows récurrents, du pricing power, résisteront sans doute mieux que les autres types de sociétés plus cycliques ou plus typées de croissance. Yann, vous chez First Eagle, donc ce nouveau régime, on bien value, croissance, on ne sait pas bien vers quoi aller, ou en tout cas, chacun peut imaginer un horizon au cours duquel la value risque de surperformer. Quelle est l'approche de gestion qui est privilégiée par First Eagle? Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que les mots ont un sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre industrie, on utilise des mots comme croissance, comme value, comme qualité, qui sont déterminés par une définition strictement financière. Nous, chez First Eagle, on n'est pas des financiers, on est des entrepreneurs. On se voit comme des propriétaires de business. Nous, on s'en fout de ces définitions-là. C'est un business de qualité, mais qualité, ça veut pas dire un facteur dans une définition financière. C'est-à-dire, est-ce que il y a des barrières aux entrées? Est-ce que ils ont des actifs réels qui sont rares, qui sont difficiles à dupliquer, où la demande est structurellement supérieure à l'offre qui est limitée? Est-ce qu'il y a des marges opérationnelles élevées qui sont protégées? Et ça peut être dans les secteurs cycliques, ça peut être dans les secteurs value, ça peut être dans le segment growth, ça peut être partout. Ce qu'ils font, c'est vraiment cette idée de rareté, je pense. Je vous donne un petit exemple. Si vous regardez quelque chose comme le champagne, on parlait des VMH un peu plus tôt, le champagne, c'est structurellement limité comme bien réel, parce qu'on ne peut pas accroître la champagne. À un moment donné, on sera à Paris et ce sera du mousseux, ce ne sera pas du champagne. Donc, l'offre est structurellement limitée. Par contre, la demande est structurellement croissante. Ce qui fait que le prix du mètre carré des vignes là-bas cesse de croître dans le temps. Et ça, c'est hyper intéressant. En plus, au-delà de cet élément de rareté, vous avez aussi de rareté de la marque. Quand vous avez quelque chose comme Moët Chandon, chez LVMH, qu'on a en portefeuille, qui est aussi dans Pérignon, quand vous avez Laurent Perrier, ces marques fortes, ça aussi, ça rajoute encore sur la capacité de maintenir ces marges, parce que c'est que les clients, même s'ils ont moins d'argent, ils vont quand même préférer à passer l'anniversaire ou passer le jour de l'an avec un bon champagne que d'acheter une piquette mousseuse. Donc, ça peut être des éléments tangibles ou intangibles. Ça peut être des choses beaucoup moins sexy, comme quelque chose comme Nutrien, qui est une boîte canadienne, qui est le leader mondial de la potasse. Ça, c'est pas très sexy, mais on a besoin pour nourrir le monde. Et l'avantage là aussi, c'est un bien qui est rare parce que ça peut être produit qu'en Canada, en Israël et en Biélorussie. Sauf que du coup, il y a un tiers de la production mondiale qui a disparu du marché, les prix se sont envolés. Du coup, ce titre fait de 30-40% depuis le début de l'année. Donc, il faut essayer de trouver, là c'était du value, l'autre c'était de la croissance, mais in fine, c'est la même idée d'un business qui a la capacité de se protéger ses marges, protéger ses volumes contre des chocs externes comme l'inflation, contre la guerre et trucs comme ça, et ainsi protéger nous, actionnaires, contre les risques inflationnistes et autres. Donc la sélectivité toujours au cœur de la gestion. Chez Comgest, Sébastien, vous, dans ce contexte un peu particulier, c'est un euphémisme, au-delà de l'inflation,
quels sont les éléments que vous prenez en compte lorsque vous analysez une société? Juste pour terminer, ça me fait penser en écoutant mes chers confrères à la phrase de Warren Buffett qui dit, enfin, qui résumait tout en quelques mots, comme souvent, comme toujours. C'est mieux peut-être de le citer quand on essaie de l'imiter. Il disait, si vous avez un business qui peut augmenter ses prix sans détériorer les volumes, vous avez un bon business. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que, et effectivement, particulièrement en ce moment. Nous, on aime bien toujours notre stratégie d'achat conservation dans un univers action pour laisser la petite musique de la croissance des bénéfices prospérer et généralement le cours de bourse qui suit. Donc, on aime bien tout ce qui est très durable. Donc, on va dire hier comme aujourd'hui, on pense que pour faire un bon investissement sur 5, 10, 15 ou même les 20 prochaines années, il faut, au-delà des critères financiers, que la société ne pulvérise pas la planète, traite bien les salariés et l'écosystème, et également les actionnaires. Ça, on va dire que ça a toujours été le cas. Ce qui est peut-être encore plus urgent aujourd'hui, c'est face à l'urgence climatique, c'est peut-être le qu'on regarde encore plus aujourd'hui qu'hier, avec d'abord un constat, c'est que nos sociétés, via notre approche qualité, on n'a pas de pétrolière, on n'a pas de cyclique lourde, on n'en a jamais eu. Donc on a des empreintes carbone déjà assez favorables, c'est-à-dire qu'en moyenne, elles sont 80% à faire aux indices, mais on sait que c'est pas suffisant et que on réussira tous cette transition en ayant, en actionnant les deux leviers. Le premier, réduire la consommation, et ça, on regarde bien que nos sociétés, bien qu'elles émettent peu en moyenne, soient engagées sur des plans de réduction, et après, effectivement, trouver des solutions pour éventuellement capturer ce CO2, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément qui a été évoqué par mes chers confrères aussi, c'est vrai que toute cette mondialisation, où le mot anglais, je trouve, l'anglicisme globalisation est davantage, donne davantage le sens auquel on pense, c'est-à-dire ce marché quasi unique. Tout ce qui est venu arriver depuis 2008, et notamment le Covid, avec les ruptures des chaînes d'approvisionnement, c'est venu nous rappeler que mondialisation ou globalisation, ça rime avec optimisation. Et ça, c'est quand même peut-être un petit peu derrière nous. C'est-à-dire que ça a commencé, quand on regarde, si on mesure cette globalisation par les échanges commerciaux sur PIB mondial, c'est en 2008 que c'était le plus haut. Et depuis 2008, ça baisse gentiment pour deux principales raisons. La première, auquel on pense tous, chaque grande région, c'est la fin du bipolarisme. Donc, maintenant, on le voit, et on se rend compte que c'était assez confortable finalement, ce monde bipolaire. Là, il y a plusieurs pôles. On ne sait pas si la Russie va vouloir se rapprocher de la Chine ou de l'Europe. Enfin, il y a plusieurs forces en présence. Même l'Australie, on l'a vu avec nos sous-marins. Enfin, c'est beaucoup moins globalisé. Et le deuxième, auquel on pense peut-être un peu moins de prime abord, c'est le fait que la Chine, l'économie chinoise, qui est forcément c'est un peu régionalisé, c'est-à-dire qu'elle commerce moins avec le reste du monde parce qu'elle est moins dépendante du reste du monde. Donc tout ça, moyenne qui est arrivée. Ouais, et tout ça, en fait, on voit des concepts maintenant quand on discute avec nos sociétés, elles nous disent il faut qu'on soit à minima une société de mondialisation régionale, notamment pour les chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse se débrouiller régionalement pour faire face à un imprévu auquel on assiste, par exemple, depuis cette année. Ça, c'est peut-être le deuxième point. Et le troisième point, alors, il a été un peu évoqué, mais effectivement, les marges sont élevées en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de place pour la déception. Et traduit peut-être en stock picking chez nous, c'est toujours entre ce petit mouvement de répartition de la valeur entre capital et travail, s'assurer que nos sociétés n'ont pas été trop vers capital. Voilà. D'accord. Ça, c'est peut-être ce qu'ils regardent un peu plus aujourd'hui, qu'ils ont toujours regardé, mais peut-être un peu plus aujourd'hui qu'hier. Voilà. Un peu plus vigilant sur ces aspects-là maintenant. Yann, chez First Eagle, concrètement, comment est-ce que vous trouvez vos opportunités d'investissement dans ce marché assez particulier?
Pour nous, c'est une belle année. Déjà en termes de performance, parce qu'il y a encore quelques jours, on était en positif en euros. Donc, on a de la chance d'avoir un fonds qui fait ce qu'il est obligé de faire. Donc, pour ceux qui connaissent l'ancien fonds de Jean-Marie Veillard, c'est toujours comme disait Warren Buffett, quand la marée se retourne, qu'on voit qu'il était bien équipé pour faire face à tout ça. Et effectivement, on avait un peu de cash et pas mal d'or dans le portefeuille, donc ça nous a beaucoup aidé. Et donc, on en profite. On est des acheteurs nets d'actions cette année. On a plutôt renforcé les positions, je dirais, côté des nouvelles technologies d'information. On a renforcé Meta, qui a pas mal baissé. L'année dernière, on avait commencé à introduire Alibaba et Tencent via Prosus en Chine. Là aussi, les valorisations sont particulièrement intéressantes aujourd'hui. Elles sont vraiment extrêmement décotées par rapport à la qualité du business. À l'inverse, on a été un peu vendeur, pas sur le côté énergie, qui est notre plus grande surpondération, qui nous a beaucoup aidé cette année. Mais c'est vrai que même si les titres comme sur l'énergie se sont pas mal envolés depuis le début de l'année, le point de départ était quand même des valorisations extrêmement basses pour certaines entreprises de très grande qualité. Donc là, on n'a pas encore pris beaucoup de bénéfices, mais je parlais de Nutrien, par exemple, ou sur les secteurs liés à l'agriculture. Une de nos plus grosses positions, c'est John Deere, qui est le numéro 1 mondial des tracteurs, pour faire simple. En début d'année, le titre s'est aussi envolé parce qu'avec les prix agricoles qui s'envolent, le marché pariait que les agriculteurs allaient dépenser beaucoup plus d'argent pour acheter de nouveaux tracteurs. Nous, on pensait que c'était exagéré et on a pris pas mal de bénéfices là-dessus. Donc, on a réduit aussi un petit peu notre partie bancaire, parce qu'avec la hausse des taux d'intérêt, certaines, en tout cas nos banques à nous, ont plutôt bien performé en début d'année. Donc, mais globalement, je dirais, on est plutôt vendeur value, plutôt acheteur croissance et qualité. Mais ça reflète un petit peu ce qui se passe sur les marchés, entre guillemets. D'accord. Chez Comgest, vous, quelques mots sur les principaux mouvements qui ont été réalisés dans les portefeuilles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les caractérise en particulier? Merci Yann, tu nous donnes un petit peu d'espoir là dans ce premier semestre chahuté. On n'est plus habitué après la décennie passée. Alors nous, on peut avoir un peu de jeu de jambes parce que c'est vrai qu'une société de qualité, alors idéalement, elles sont toutes de qualité de croissance, mais ça là aussi c'est la théorie. En pratique, elles sont ou un petit peu plus qualité et généralement, comme ça a été dit, elles ont plutôt un peu moins baissé cette année. Ou un petit peu plus croissance, et là, elles ont un peu plus baissé. Et si on devait résumer un petit peu les mouvements au sein des grands portefeuilles, c'est d'alléger un petit peu la qualité et revenir sur une société de croissance un peu plus dynamique, qui également protège plus de l'inflation, on pense, et si la rotation de style devait continuer, parce que ce fameux PE, donc cette division cours-bénéfice, les bénéfices, le dénominateur augmente plus vite. Donc voilà, on a plutôt renforcé cette partie croissance. Le petit jeu de jambes va plutôt vers la croissance également. Ok. Benjamin, chez Morgan Stanley, dans ce contexte, donc, quels sont les secteurs ou les types de valeurs que vous privilégiez? Je dirais que ce qu'il faut avoir en tête, c'est déjà qu'il pourrait y avoir un ralentissement économique. Donc, il faut essayer d'identifier des secteurs qui, dans ces périodes de ralentissement, font preuve de résilience. Et si on prend par exemple des secteurs comme les biens de consommation de base, la santé ou les logiciels informatiques, par exemple, on a vu empiriquement, notamment pendant la récession qui a suivi la crise financière de 2008, que ces trois secteurs qui n'avaient pas subi de révision baissière des bénéfices, alors que le marché dans son ensemble avait révisé à moins 40% l'ensemble des bénéfices. Donc voilà, c'est un exemple de secteur qu'on peut privilégier. Après, il faut, donc ça c'est pour la top line, on va dire, le chiffre d'affaires. Après, on a vu aussi, il y a une augmentation des coûts de production avec ces problèmes de chaîne d'approvisionnement, d'inflation. Donc, il faut trouver des sociétés qui sont capables de maintenir des marges élevées. Donc, on revient à ce qui a été dit, c'est plutôt des sociétés qui disposent d'actifs intangibles, qui sont irremplaçables, pas facilement copiables. Ça peut être une marque. On a beaucoup cité LVMH, par exemple. Ça peut être un brevet, un savoir-faire unique, un réseau. Par exemple, Visa a un réseau de paiement qui est unique. Donc, des marques qui ont vraiment un environnement un peu unique et qui
quelque part une situation d'oligopole avec des frais de résiliation importants pour les clients. On peut penser à Microsoft. Quelqu'un qui utilise l'environnement Microsoft, il ne peut pas migrer du jour au lendemain dans un autre environnement si les coûts du pack Microsoft augmentent, comme ça a été le cas aux États-Unis en début d'année. Donc, secteur résilient, sociétés qui sont capables de maintenir des marges élevées, et puis sociétés peu endettées parce que les coûts de financement augmentent. Donc, il faut des sociétés qui n'ont pas des capex trop élevés. Donc, plutôt, encore une fois, des sociétés dans des secteurs, comme j'ai évoqué, biens de consommation, santé, ou pas les sociétés qui font de la recherche, mais sociétés qui fournissent plutôt du matériel avec du récurrent et logiciels informatiques. Donc ça, c'est des secteurs et des typologies de sociétés qu'on retrouve dans un fonds chez nous qui s'appelle Global Brands et qui a globalement, historiquement, une moindre volatilité par rapport à MSCI World et qui a une participation à la baisse dans les marchés réduite. Donc, on pense que dans un environnement incertain, c'est un bon moyen d'avoir un portefeuille de valeurs de qualité susceptible de mieux traverser ces périodes compliquées si ça devait se présenter dans les prochains trimestres. Voilà, donc diversification et sélectivité. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire, le temps tourne. Peut-être qu'en 30 secondes chacun, est-ce que vous pouvez me dire, et plutôt dire à nos auditeurs, quel est le fonds ou la gamme de fonds dans lesquels on pourra bénéficier de l'expertise qui vient d'être évoquée ici? Yann, chez First Eagles? Avec notre partenaire Harmonie, on a 3 fonds, l'historique, l'international, une version income qui est l'income leader, et nous avons une version très ESG avec un label belge, le Sustainable Value, qui est beaucoup plus récent. Les 3 fonds sont vraiment des solutions patrimoniales à très long terme. Si vous regardez l'International Fund qui vient de fêter ses 25 ans, ce qui est très intéressant, quand vous divisez en deux ces 25 ans, les premiers 12 ans et demi entre 1996 et 2009, et de 2009 à fin 2021, vous avez deux marchés complètement différents. Entre 1996 et 2009, le MSCI World fait du 0,7%. Entre 2009 et jusqu'à la fin de l'année dernière, le MSCI World faisait environ 13%. Si on regarde l'International Fund, sur ces 2 périodes, il faisait en euros 9% par an à quelques points de base près identiques. Ce n'est pas un fonds qui vous donne une exposition action internationale pour battre un indice. C'est une gestion patrimoniale à long terme qui a la capacité de générer des performances absolues de manière extrêmement stable, indépendamment de l'environnement marché, grâce à une philosophie de gestion assez unique qui combine de l'or, du cash, qui, comme tout le monde ici autour de la table, cherche de la qualité, mais qui, en plus de la qualité, est extrêmement sensible aux valorisations. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi ce qui nous différencie, ce qui fait la beauté de ce produit à long terme. Merci. Sébastien, chez Comgest, un fonds ou une gamme de fonds pour bénéficier de cette expertise internationale? Bon, c'est Comgest Monde, donc aussi… étonné que vous ne le citiez pas, ouais. Voilà, et qui, dans 10 jours, il aura 31 ans, et c'est vrai que quand on regarde le track aussi, au-delà de la performance, c'est la régularité de la performance. Je pense que c'est l'approche qualité qui peut les cycles, ça c'est sûr, et les styles également. Donc, même si évidemment, il y a des vents de face cette année, hein, pour l'instant. Oui. Mais c'est un peu le prix à payer, on va dire, pour espérer surperformer à long terme. Très bien, merci. Benjamin, chez Morgan Stanley? J'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est Global Brands chez nous. C'est un de nos flagships. Il y a près de 25 ans de track record, 25 milliards de dollars sous gestion. Donc c'est éprouvé. Ça surperforme le MSCI World dans la durée avec beaucoup moins de volatilité. Et je disais, c'est des super boîtes qu'on rêve de détenir. Là, on peut estimer qu'avec la baisse des marchés, ça permet de racheter ce type de société à des cours un peu plus attractifs. Il y a des marques fortes, des brevets, des réseaux, des barrières à l'entrée pour les concurrents, donc une capacité à maintenir des marges élevées, avoir des retours sur capitaux investis durablement plus élevés que le marché. C'est vraiment ça qu'on recherche. C'est un portefeuille concentré, 35-40 valeurs en moyenne, un portefeuille qu'on garde très longtemps. Donc très très peu de rotation dans le fond. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les 3. Merci pour ces éclairages sur cette thématique des actions internationales. De toute façon, on ne doute pas que les professionnels du patrimoine qui nous écoutent sauront contacter les équipes de distribution de chacune de vos maisons pour rentrer dans le détail et avoir toutes les informations complémentaires dont ils pourraient avoir besoin. Merci à vous tous qui nous avez écoutés et à très bientôt pour un nouveau webinaire Patrimoine 24.